et c'est parti. Donc, écoutez, bonsoir à tous, il est 21h15, donc c'est parti pour le débat autour du film L'âme de Valérie Seguin en présence de Katharina von Bargen et de Stéphane Hérault. Alors, très rapidement, je n'arrive pas à passer mes slides, donc comment se fait-il? Voilà. Qu'est-ce que l'Observatoire du réel? L'idée, c'est de donner la parole à des chercheurs sur des sujets qui ne font pas encore consensus et d'aider ces chercheurs à passer de la première à la deuxième étape et de la deuxième à la troisième étape. Donc, très rapidement, prochains événements, sachez qu'on refera ces projections en visio sur des dates qui seront à venir en octobre, novembre et peut-être décembre de cette année. J'indique à tous le 6 octobre une conférence sur la géométrie sacrée de la Terre où on va parler des équateurs penchés et surtout vous faire part de cette découverte d'Éric Le Saint qui est absolument extraordinaire, qui s'est rendu compte que tous les lieux sacrés de la Terre sont reliés par des distances qui sont celles du diamètre ou de la circonférence de la Terre, de la Lune, du Soleil, combinées avec le nombre d'or et avec pi. C'est absolument extraordinaire. Je vous en donne quelques illustrations sur la France. Où Saint-Michel, Stonehenge, etc. sont tous reliés par des distances qui sont équivalentes. Bon, je ne vais pas trop m'étendre. Il va nous parler également des deux équateurs penchés. On parle souvent de l'équateur penché, qui est cette trajectoire de l'équateur qui relie tous les lieux sacrés, l'île de Pâques, le Machu Picchu, les pyramides d'Égypte, Angkor Wat, etc. Et j'en passe les tracés de Nazca. En fait, il a découvert qu'il y avait deux équateurs et que vous voyez, ils sont soit sur un angle qui est celui du nombre d'or, soit sur l'inverse du nombre d'or. Donc ce soir, eh bien, c'est à ça qu'on va se consacrer. Comment aller à la rencontre de son âme, avec Valérie, qui a déjà réalisé 2 films. Je pense que ceux qui sont là les connaissent sans doute déjà. Et si la mort n'était qu'un passage, et si la mort n'existait pas. Et l'âme, j'allais dire, c'est la suite logique. Donc Valérie, elle en est venue là après l'écriture de ce livre. Elle va nous en parler après les 3 jours et demi après la mort de mon père. Et puis, donc, ces 2 films dont je vous ai parlé, que vous pouvez trouver aussi sur le site de l'Observatoire du réel. Alors, Katharina von Bargen qui est là, elle va se présenter également. Je vous ai mis ici son site. Vous pouvez retrouver son site, c'est directement son nom, donc c'est très facile. Et Stéphane Hérault, c'est aussi son nom, donc c'est aussi facile. Et Stéphane, il a écrit un livre également qui s'appelle « Les 4 sagesses du yoga ». Il est enseignant de yoga, bien évidemment. Entre autres, parce que je vais les inviter maintenant à se présenter et il nous en dira plus. Voilà, merci à tous. J'arrête le partage d'écran. Et puis, je vous propose, Valérie, on commence par toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent déjà, mais tu peux rapidement nous donner un peu ton parcours et ce qui t'a amené à ce 3e film. Alors, en 2014, quand mon père est décédé, j'ai eu plusieurs événements autour de sa mort qui m'ont amené à m'interpeller et à enquêter sur la vie après la mort. Cette enquête, j'en ai fait un livre, c'est les 3 jours et demi après la mort de mon père, parce que j'ai reçu énormément de signes. Et dans cette enquête, j'ai rencontré de nombreux scientifiques pour qui c'était une évidence, on avait suffisamment d'éléments pour affirmer qu'il existe une vie après la mort. Et avec ce premier film, j'ai voulu leur donner la parole. Donc, et si la mort n'existait pas, c'est où on est la science sur la vie après la mort. Et puis j'ai continué avec, parce que j'anime des groupes de parole sur la mort à Paris, et on a développé, je dirais, toute une expertise, un petit peu, toute une connaissance autour du passage. Et donc j'ai fait un film sur ce passage de la mort de la vie vers cet autre monde, qui s'appelle « Et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer ?» Et puis aussi, j'ai pris conscience que on avait une âme et qui est venue s'incarner et qui repart ensuite vers l'au-delà. Et en prendre conscience dans cette vie, ça permet déjà d'être je dirais, d'être dans une certaine complétude, c'est-à-dire dans un certain épanouissement. Et surtout, pour moi, l'âme, c'est de l'énergie. Et quand là, on est aligné avec son âme, on a vraiment une paix intérieure, une joie intérieure, une confiance intérieure et des messages qui nous permettent d'avoir du sens.
de l'intuition. Et je suis en accord avec tout ce qui est dit dans ce film, parce que tous les intervenants, je dirais, parlent du même voix et parlent justement de cette paix intérieure. Avant, moi, j'étais beaucoup dans la tête, je vivais beaucoup dans ma tête, et c'est vraiment en descendant dans le corps, dans l'âme, dans le cœur, que j'ai trouvé une certaine paix intérieure. Voilà, et j'ai voulu partager ça. En descendant dans le corps que tu as rencontré l'âme, parce que tu as dit en descendant dans mon âme. Oui, oui, parce que pour moi, l'âme, c'est de l'énergétique et on la trouve surtout, on la trouve pas dans la tête. Ah oui, c'est ça. On la trouve dans le corps. Et je pense que Katharina et Stéphane seront d'accord avec ça. Alors, on enchaîne justement. Katharina, ton parcours, donc tu interviens dans le film comme Stéphane, donc on va y revenir beaucoup autour de la respiration, mais est-ce qu'il y a des événements particuliers qui t'ont amené à ce que tu fais maintenant? Je suis formatrice de respiration, de Transformational Breath, mais je suis surtout une âme qui veut s'incarner pleinement dans mon corps, dans cette vie, pour être pleinement moi. Et je pense qu'on a tous cette quête-là. Et pour moi, c'était vraiment la réalisation de qui je suis qui m'a toujours animée. Et c'est là où j'ai rencontré, bien sûr, j'ai beaucoup essayé, beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est par le corps que j'ai réalisé que ça se passe le plus. Et chez moi, c'est beaucoup vibratoire, en fait. Moi, je sens quand c'est juste, je sens que ça vibre en moi, que je me sens alignée. Et c'est magnifique. Et merci Valérie pour tes films, ton travail, c'est sublime. En fait, c'est tellement important de donner une voix à toute cette reconnexion à qui nous sommes vraiment, qui suis-je? Et ça, c'est une question qui m'a toujours beaucoup animée. Et là maintenant, je transmets ça avec la respiration parce que c'est vraiment le souffle de vie qui nous traverse, qui peut d'un côté nous libérer des choses qui nous bloquent et de l'autre côté nous réaligner avec qui nous sommes vraiment et nous mettre dans cet état de joie, de paix intérieure, mais aussi de plénitude et d'amour pour la vie, pour soi. Et c'est ça que je fais. Ok, et alors donc toi, visiblement, c'est un processus qui a été plutôt continu. Il n'y a pas eu un événement marquant qui t'a amené, par exemple, à faire ça alors qu'avant, tu étais banquière ou pharmacienne. C'est un processus. C'est un long processus, effectivement. À la base, j'étais musicienne, j'étais guitariste classique, mais ça aussi, pour moi, c'est un moyen d'être inspirée et d'être canal pour la vie. Et en fait, ça faisait toujours partie de ma vie, cette recherche spirituelle. Et même s'il y a eu, bien sûr, des moments marquants, si je reviens sur ton film, Valérie, sur l'âme et aussi sur le corps et l'âme qui ne sont pas... on s'identifie toujours au corps, mais ce n'est pas vrai. Et moi, j'ai vécu une expérience où je suis sortie de mon corps et du coup, je me suis... C'était un éveil spontané de Kundalini, on appelle ça, et j'ai senti une énergie monter et pouf, je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée dans l'espace et je voyais la terre de loin. Et elle était plutôt petite. Et moi, j'étais dans un état de béatitude et de plénitude totale. Et il n'y avait que de l'amour, de la lumière. Et je voyais la terre de loin et je me suis dit, mais pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de conflits? Et tout à coup, je me suis rendu compte, je ne suis plus dans mon corps. Est-ce que je suis en train de mourir? Est-ce que je vais partir là? Et du coup, j'ai dit à mon copain à l'époque, j'ai dit, mais fais quelque chose, je ne veux pas mourir. Et du coup, il commençait à me secouer. À un moment donné, je suis revenue dans le corps. Mais j'ai eu cette expérience de prendre conscience, en fait, que je ne suis pas ce corps. Je suis quelque chose de plus vaste, quelque chose d'éternel, une énergie, une conscience qui est là. Et ça, c'était il y a 15-20 ans, mais j'étais déjà sur le chemin et ça n'a pas arrêté depuis. Ok, merci.
Stéphane, pour te présenter en quelques mots et puis nous donner justement ton parcours et ce qui fait que tu en es là où tu es maintenant. Je me dirais que je me suis toujours considéré comme, tu sais, un Indiana Jones, mais de la connaissance. C'est vraiment avec le chapeau et le lasso, tu vois, à la quête de cette sagesse, de cette connaissance. Et c'est vrai que lorsque je regarde mon parcours très jeune, quand j'avais 12-13 ans, je me suis toujours senti relié à cet univers. Déjà, je m'intéressais aux ovnis, je m'intéressais au paranormal, je posais plein de questions à mes frères et sœurs. J'ai une famille très, très nombreuse. Et à chaque fois que le petit frère, je suis le dernier, hein, à chaque fois que le petit frère commence à poser une question, c'était « Oh non, qu'est-ce qu'il va encore nous poser comme question ?» Donc, c'est vrai que dans mon environnement, je n'ai pas forcément trouvé des réponses. Parler tout près de ton micro parce que parfois, on ne t'entend ouais. pas forcément très bien. Ouais. D'accord. Et là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Ouais. Ah, super, parfait. Je vais le tenir comme ça. Hein. Donc, je disais que, voilà, autour de moi, je n'avais pas forcément des réponses à mes questions, à part, je trouvais, avec ma grand-mère, qui était très croyante, très, très religieuse. C'était une grand-mère, une mama italienne. Et donc, je me suis vraiment inspiré de toute cette tradition, de cette, je ne dirais pas la tradition catholique, mais vraiment la connexion avec le Christ, Jésus. Et ça a vraiment été vraiment un fil rouge dans ma vie, cette connexion avec le Christ. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré la tradition tibétaine. Après, j'ai fait du développement personnel. Je suis allé chez Lise Bourbeau au Canada. Et puis, j'ai fait aussi pas mal d'humanitaire. Et donc, quand je suis revenu de chez Lise Bourbeau, j'ai dû faire mon service militaire. Et à l'époque, voilà, j'ai choisi de faire objecteur de conscience parce que je ne pouvais plus porter les armes. Et j'ai fait 20 mois auprès des personnes en fin de vie. Et là, ça a été vraiment un switch, je dirais vraiment un changement complet dans ma perception de la vie. Et pendant 20 mois, j'ai accompagné les personnes en fin de vie. Alors, il y avait vraiment des personnages magnifiques, des personnes qui m'ont touché énormément. Et ça m'a beaucoup appris, énormément appris. J'avais une vingtaine d'années, donc c'était un autre monde que je découvrais. Et puis ensuite, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire après cette expérience? Tu ne peux pas continuer à faire dans le sens où j'avais fait des études d'informatique ou de commerce. Ça n'avait plus de sens pour moi. Donc, je suis parti faire l'humanitaire au Népal et j'ai rencontré la tradition védique là-bas lors de mon premier voyage. Et cette tradition m'a énormément porté. Alors, bien sûr, bouddhiste, védique, et ça m'a énormément porté. Et en plus, j'avais emmené avec moi un livre qui s'appelle Le livre tibétain de la vie et de la mort. Donc, lorsque j'ai rencontré Valérie, on a tout de suite effectivement accroché. D'ailleurs, je l'ai invitée à une des émissions sur Radio Médecine Douce, des émissions que j'anime sur cette radio. Et après ce voyage humanitaire, je suis revenu chez moi et j'ai rencontré mon maître. Alors que je ne l'ai pas trouvé en Inde, je l'ai trouvé à 15 km de chez moi. Et il s'appelle Sri Sri Ravi Shankar. Donc, j'ai œuvré pendant 20 ans pour sa fondation, où on enseigne aussi des techniques de respiration, Katharina. Bah oui. Voilà, respiration, méditation. Donc, pendant 20 ans, j'ai formé beaucoup de professeurs de l'art de vivre. J'avais beaucoup de responsabilités. Je m'occupais de 5-6 pays, dont l'Afrique, énormément. Et en 2017, j'ai voulu passer plus de temps avec mon épouse. Et je me suis consacré beaucoup plus à du coaching individuel. Et donc, voilà, c'est là où j'ai pris le temps pour écrire le livre « Les 4 sagesses du yoga ». Et c'est à travers cette tradition védique, je dirais, Rémi, que j'ai vraiment rencontré une nouvelle perception de cette connexion avec notre âme, l'incarnation, vraiment comment l'âme s'incarne, comment vivre cette expérience incarnée. Et quand on a discuté justement avec Valérie, je lui parlais d'un magnifique texte qui parle de la mort, qui s'appelle Katha Upanishad. Et c'est vrai que c'est un joyau quand on arrive à décaler notre perception, d'arrêter de voir la vie comme une fin en soi après la mort, mais simplement une ouverture et un début de voyage pour autre chose. Donc, voilà. Et bien sûr, pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup d'expériences mystiques qui se sont produites, qui m'ont permis de percevoir la réalité de l'âme au-delà des mots qu'on peut utiliser, parce que quels que soient les mots qu'on utilisera, on restera toujours des menteurs. Ça sera toujours insuffisant. Alors, merci beaucoup Stéphane. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que dans la barre Zoom, vous avez une petite bulle
sur laquelle, en dessous de laquelle il y a écrit discussion. Et je vous invite chacun à pouvoir poser vos questions. Il y a aussi la bulle questions-réponses, donc vous prenez celle que vous voulez. Alors, il y a plusieurs remarques. Quelqu'un qui nous dit, mais celle-là, on va peut-être la garder pour la fin, qui nous dit, ne pensez-vous pas que nous sommes aujourd'hui dirigés par des mutants et que leurs âmes se sont retirées comme des pétales de fleurs qui se referment vers l'éternité. Donc là, on commence par des choses super dures. Donc, je préfère la garder pour la fin, mais on retient la question. Quelqu'un d'autre qui nous signale « Ouvre ton cœur et tout devient possible et fais de ta vie une belle expérience », disait le Padre Pio qui est parti un 23 septembre. Donc, effectivement, c'est un anniversaire parce qu'on est aujourd'hui le 23 septembre. L'âme est magnétique, le cœur est son écrin. Lorsque le cœur s'arrête, elle reprend son chemin. Bon, d'accord, ça c'est plutôt de la citation. Alors, on a une question de la part de spectateurs anonymes, parce qu'il n'y a pas de nom, qui nous dit « Bonsoir, merci pour votre merveilleux film. Comment véritablement, et ça sera la question pour tous les trois, comment véritablement percevoir ce que la vie veut de nous ne pas prendre nos désirs pour des réalités ?» Donc ça, évidemment, c'est une question que, j'allais dire, on se pose. Je ne sais pas si on se la pose tous, mais en tout cas, qui est comment discerner ce qui vient de notre tête et là où la vie nous appelle, quoi. C'est une super question, hein. Et comme tu as dit, Rémi, je pense que tout le monde se pose ça. Comment discerner ce qui est juste? Comment discerner la voix de mon âme et faire la part des choses avec les désirs, l'ego qui vient, les peurs qui viennent pour dire non, n'y va pas, n'y va pas. Et pour moi, c'est vraiment le sujet là, c'est le centrage. C'est comment s'ancrer en soi, comment trouver cet équilibre à l'intérieur, ce centrage qui va permettre de trouver un espace de paix à l'intérieur, à partir duquel on peut mieux sentir de manière très simple ce qui est juste. Parce que le mental, il est toujours dans un truc hyper compliqué, il va raconter plein d'histoires, il va argumenter. Et la vérité de notre âme, elle est très simple, très juste, et c'est pas compliqué. Mais peut-être vous vous dites du coup, mais comment je fais pour arriver à ce centrage? Et c'est là où moi, je propose la respiration parce que avec une technique assez dynamique que je pratique, Transformational Breath, en fait, on va déjà pouvoir libérer toutes les empreintes de l'ego, toutes ces choses, toute cette agitation qui est là, et on va pouvoir faire un peu le ménage à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir accéder à l'âme, à cet état d'être à l'intérieur de nous. Et à partir de là, on a plus de clarté et là, on a plus de discernement. Mais on peut le faire aussi à travers la méditation, Stéphane, hein. Il y a plein de moyens possibles. Il y a aussi la danse, il y a plein de pratiques. Donc, c'est à chacun de choisir le moyen qui lui est le plus adapté. Stéphane. Oui, c'est une très bonne question. Et j'apprécie vraiment le partage de Katharina. C'est effectivement, ça me fait penser à une phrase d'un grand texte qu'on appelle les Yoga Sutras. Et c'est les premières phrases. Hein, le texte en sanskrit, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ça veut dire que le yoga, hein, qui veut dire l'union entre le corps, l'âme et l'esprit, peut se produire lorsqu'il y a une cessation d'activité du mental. Et en fin de compte, c'est ce que Katharina partage. En fin de compte, on s'aperçoit que, et ça fait partie d'ailleurs la première sagesse que j'ai écrite dans mon livre, c'est que ton esprit soit aussi calme que l'eau claire d'une montagne, tu sais, d'un lac de montagne. Et c'est vrai que lorsque l'eau est claire, tout est transparent. Hein, tu es dans cette montagne, tu vois le lac, et quand l'eau est calme et claire, tout ce qui est en haut se reflète en bas. Et là, c'est limpide. Et si c'est trouble, tu ne peux pas avoir le même reflet. Donc, de la même façon, c'est pour moi avoir accès à cette communication avec notre âme, parce que c'est comme le Wi-Fi, hein, soit tu es connecté ou pas, mais le réseau, il est là.
C'est simplement, est-ce que moi, je me connecte à ça? C'est ça. Ou est-ce que j'ai assez de calme à l'intérieur de mon esprit pour me connecter, pour entendre aussi le message, pour entendre cette communication? Peut-être aussi entendre quelle est la signature énergétique que notre âme nous envoie lorsqu'on est en reliance avec elle. Et à chaque fois, ça se passe. Si on est dans un état de réceptivité, on va sentir que notre âme communique avec nous avec une signature énergétique. Donc, comment je peux la percevoir? Comment je peux être à son écoute? Et pour moi, c'est vrai qu'une des façons les plus aisées, c'est vraiment lorsque mon mental s'est vraiment apaisé, il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Et là, émerge une reliance en profondeur, avec son soi profond, avec l'âme, peu importe le mot que vous voulez y mettre. Et, et la communication s'établit. Et comme le dit Katharina, ou même à travers tous ces beaux partages dans le film de Valérie, l'âme, je pense que beaucoup ont ressenti la même chose à un moment donné. C'est une évidence qui s'installe. Et pour terminer avec ma réponse, ne pas prendre nos désirs pour sa réalité, bah, ça dépend quel désir. Si c'est des désirs qui viennent de l'âme, pourquoi pas les prendre pour la réalité? Est-ce que, merci Stéphane, et est-ce que Valérie, toi, tu as, je ne sais pas, avec toutes les personnes que tu as entendues, une espèce de synthèse à faire sur toutes ces réponses que tu as compilées? Alors, je crois que Stéphane et Jonathan, dans la partie mission d'âme, vous le dites très bien. Je ne sais plus si c'est toi ou Jonathan qui le dit, Stéphane. Ce n'est pas qu'est-ce que je veux de la vie, mais qu'est-ce que la vie attend de moi. Et quand donc c'est tourné, c'est pas justement avoir trop de désirs ou de. C'est juste un moment. Enfin, la mission d'âme, c'est peut-être aussi se demander qu'est-ce que je peux faire moi pour la vie, pour l'humanité, pour quelque chose de plus grand que moi. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la vie change, les choses deviennent plus faciles et on se décentre. En fait, quand on s'intéresse à quelque chose de plus grand que soi, une mission plus grande que soi, on se décentre de soi. Aussi, on est moins dans le mental, on est moins dans… et le cœur s'ouvre. Voilà, donc ça, moi, je dirais ça pour la mission de vie, c'est important. Et puis, personnellement, moi, ma pratique, et c'est pour ça que Katharina… et la respiration arrive en premier dans le film parce que c'est ma pratique. Moi, j'utilise cette respiration consciente où je me connecte à mon intériorité, je dirais à mon âme, je dirais 300 fois par jour, en fait, tout le temps en permanence. En fait, je descends dans le cœur de l'être, en fait, en permanence, et je respire avec le ventre. Et donc, pour moi, c'est vraiment, mais c'est ma pratique. D'autres personnes me disent, mais oui, mais moi, j'ai besoin de mes 10 minutes de méditation chaque jour. D'autres, c'est le tai chi, d'autres, c'est la danse. Enfin, voilà, c'est à chacun de trouver la pratique qui lui convient. En tout cas, il y a une constante à toutes ces pratiques, c'est un peu effectivement débrancher le mental, de redescendre dans le corps et par la respiration. Respiration ventrale. Oui, la respiration Très ventrale, important. mais voilà, c'est une respiration qui devient consciente. Donc, on n'est plus dans la respiration automatique, mais on est quelque part pour aller respirer dans le ventre. J'allais dire qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, mais il faut y penser. Alors peut-être que ça devient un réflexe après qui est naturel, mais quand on commence à le faire, il faut d'abord prendre le temps et penser effectivement à gonfler son ventre, à remplir les poumons du haut qu'après, etc. Donc ça se fait de façon très, très consciente, en tout cas. Ce qui est bien dans la respiration, quand on la fait de manière consciente, on ne peut qu'être présent. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand on suit sa propre respiration, on est dans la présence. Et comme quelqu'un disait même dans le film, je pense, l'âme nous parle à travers la présence, à travers l'instant présent. Elle est nulle part ailleurs, ni dans le passé, ni dans le futur. L'âme est toujours ici et maintenant. Et la respiration nous ramène à cet instant présent. Et c'est là où on peut se reconnecter. C'est comme un portail, ou c'est comme une clé. La respiration est une clé pour le moment présent, et le moment présent est le portail pour accéder à l'âme. D'accord, c'est
un beau résumé. En tout cas, ce que j'y vois moi par rapport à la question comment véritablement percevoir ce que la vie veut de nous, c'est que moi, ma sensation, c'est qu'on se sent toujours avoir des obligations. Il faut que, bon, ça commence par gagner ma vie ou gagner mieux ma vie, ou, etc. Et que quand on est en permanence dans ces préoccupations, on sent très bien au fond de nous que c'est peut-être pas ce qui colle au mieux à ce que notre individu peut profondément attendre, mais on croit que ce sont des obligations. Puis il y a un moment où on peut décrocher ou s'écouter un peu plus, écouter un peu plus précisément la petite voix. Et puis là, c'est quand même un peu un saut dans l'inconnu, quoi. Voilà, je dis tout ça pour Ariane qui nous a posé cette question. Je ne sais pas si ça l'éclairera. Après, on a beaucoup de remerciements pour les participants. C'est la qualité qui compte plus. Ah oui, ça c'est Manuel Duché toujours. Voilà, Evelyne qui nous demande merci pour ce film et pour cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous parler des esprits entités qui viennent nous voir et parfois s'accrochent à nous? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des éléments sur ces sujets-là? Sur les entités, Stéphane? Non? Sur les entités, c'est ce plan est comme une télévision. Ce plan est comme une télévision. Vous avez un poste télévision, mais vous avez plus de 200 chaînes. Hein. Et avec un remote, avec la télécommande, vous pouvez passer d'une chaîne à une autre. Hein. De la même façon, si vous regardez les animaux, certains animaux peuvent entendre les ultrasons, ce que vous n'allez pas pouvoir entendre. Hein. Il y a certains animaux qui vont voir différents prismes au niveau de la vue que l'être humain ne va pas pouvoir voir. Donc, en fin de compte, les entités, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés. C'est très, très vaste. C'est très, 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 très vaste. Donc, quand vous parlez entité, il y a tellement de choses qui peuvent se greffer. Des fois, ce n'est pas tellement des fantômes tels qu'on pourrait le penser. Et l'influence que ont ces entités, ça va dépendre vraiment de votre faiblesse, en fin de compte. Et ça va être très important. Hein. C'est votre faiblesse à croire qu'ils peuvent avoir un impact sur vous. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au plus on va en avoir peur, au plus on leur donne de force. Exactement. Plus vous donnez de l'attention à ça, plus vous prenez pour acquis qu'ils peuvent avoir un impact sur vous. Et vous perdez votre pouvoir et à la fois, vous perdez votre relation avec le soi, avec la conscience. Et si vous restez bien branché à l'intérieur de vous-même, à un moment donné, il n'y a pas de possibilité pour que toutes ces choses puissent vous atteindre. C'est comme s'il y avait une barrière. En tout cas, je ne dis pas que c'est la vérité. Je vous partage ma réalité des choses. Pour moi, je pense que c'est… En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience que ce qui m'aide dans ce genre d'expérience, c'est de me dire la lumière est toujours plus forte que l'ombre. Et quand j'ai réalisé ça, là, je me suis dit, ah, ok, là c'est bon, en fait, parce que l'ombre n'existe pas sans lumière. Et quand il y a de la lumière qui se met sur l'ombre, il y a de la lumière. Donc, c'est la seule chose qui existe. Ok, merci Katharina. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit aussi, Nadine, elle nous dit, j'ai la mémoire lorsque j'étais âme et que j'ai fait le choix de l'incarnation. Elle vous pose la question, avez-vous aussi accès à vos mémoires d'âme? Donc là, en fait, il y a peut-être deux questions à l'intérieur. Première chose, elle nous dit, j'ai la mémoire de m'être incarné, donc d'avoir été âme avant d'avoir été corps. Et puis, ensuite, il y a une deuxième question qui est, avez-vous aussi accès à vos mémoires d'âme? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez la mémoire de vous être incarné? C'est peut-être ça la question. Il semblerait qu'il y en ait une autre et que peut-être elle a accès à d'autres mémoires d'âme. Il faudra qu'elle le précise si elle nous écoute. En tout cas, sur cette mémoire, sur la mémoire d'avoir été âme avant d'avoir été incarné, est-ce que vous avez soit vous-même une expérience ou soit autour de vous des personnes qui vous en ont restitué parmi vos élèves ou autres? C'est quelque chose qui
qui circule beaucoup dans les cercles spirituels. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas à ça parce que je trouve que tout se règle à travers la présence. En fait, quand on est pleinement présent ici et maintenant, c'est là où on peut régler les problèmes qu'on a peut-être d'autres vies, d'autres existences, et tout se résume à l'instant présent. Il y a aussi en physique quantique, ou je ne sais plus, en tout cas, il y a cette théorie que tout existe en même temps. Et pour moi, c'est vraiment l'instant présent qui est le plus important. Et parfois, c'est aussi le mental qui aime bien partir dans des histoires, que ce soit des histoires relationnelles ou des histoires de vie intérieure qui font nous partir en fait de ce qui se passe ici et maintenant. Et personnellement, c'est ça qui est le plus important pour moi. Stéphane, tu veux ajouter? Oui, oui, à la fois, c'est une bonne question parce qu'effectivement, si on considère que nous sommes une âme et que nous venons nous incarner et qu'il y a une réincarnation, à un moment donné, il y a plusieurs possibilités à cette âme de venir encore dans ce laboratoire émotionnel et de voir justement à quel point on va intégrer notre capacité à maîtriser la pensée dans la matière, hein. Ça, c'est aussi un des sens de notre incarnation. C'est comment je peux maîtriser la pensée dans cette matière, hein. Mais à la fois, dans cette question, c'est aussi intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui me fait avoir envie d'aller voir dans les vies passées ou peut-être d'avoir le souvenir? Mais ce n'est pas tant d'avoir le souvenir qui est important, c'est à quel point je serai détaché du souvenir des vies passées. Imaginez que si vous avez été un roi, que vous avez fait du bien, etc., il n'y a pas de difficulté à accueillir cette vie passée. Mais si vous avez été un meurtrier, si vous avez été peut-être quelqu'un qui a fait du mal, etc., c'est beaucoup plus difficile d'accueillir. Voyez? Donc déjà, vous êtes avec vos problèmes de votre vie présente et la mémoire de vos vies passées fait encore en plus que ça vous apporte un fardeau. Donc la mémoire des vies passées nous est donnée naturellement, hein, lorsque on a arrivé à un état de détachement suffisant par rapport à ces vies passées. Et naturellement, les mémoires reviennent. Les mémoires reviennent facilement. Oui, effectivement, pour répondre, c'était qui c'est qui posait la question déjà? Oui, à Nadine. À Nadine, en ce qui me concerne, j'ai fait quelques expériences, effectivement, où je me suis vu entre deux vies. Oui, effectivement. Il y a plusieurs expériences comme ça, c'est très intéressant. Mais je rejoins un petit peu Katharina. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus cette vie présente parce qu'elle m'a été donnée justement pour me réaliser pleinement. Et c'est dans cette vie présente que je peux le faire. Ce n'est pas avec une de mes vies passées, sinon on aurait tous la mémoire de nos vies passées. Mais donc, c'est une bénédiction à la fois. Et ça fait partie du processus d'incarnation. Le processus d'incarnation nous amène à avoir la perte de la mémoire de nos vies passées tant qu'on n'a pas atteint l'éveil suffisant pour s'en souvenir dans la totalité. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager. Oui, c'est super ce que tu partages. Merci Stéphane. Et je pense que quand il y a une mémoire qui vient, elle vient parce qu'elle fait sens dans cette vie actuelle qu'on a ici et maintenant. C'est là où on peut l'utiliser et apprendre quelque chose de cette mémoire. Ok, donc il y a toujours la personne anonyme qui nous demande qu'est-ce qui vous fait dire que notre âme a une mission pour nous. Donc c'est une autre façon de formuler la question. Enfin, je vous laisse répondre. Je pense voir ce qu'il veut dire. C'est pas qu'elle a une mission pour nous, mais enfin, moi je le lis comme où devons-nous être pour être au mieux et pour être au mieux au monde. Mais c'est mon interprétation. Tu sais, pour moi, Rémi, la notion de mission, des fois, oui. Ça peut nourrir effectivement cette mission d'incarnation. Des fois, ça peut nourrir notre ego. Hein, pour moi, c'est très, très basique. C'est très basique. La mission, elle est très simple. C'est être et être joyeux. et faire en sorte que les autres soient joyeux. Rien d'autre. Après, je vais avoir des rôles, des fonctions
mais ces rôles et ces fonctions ont un seul objectif, de me permettre d'être joyeux et de rendre les autres joyeux. À partir de là, la Voilà. mission, elle est claire. Ouais, c'est une bonne mission. Ouais. Ah, c'est magnifique. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, alors il y a toujours la question, quelle différence faites-vous entre âme et esprit, hein? Moi, je veux bien y répondre. Ah, vas-y. En fait, c'est très simple. Moi, dans le film, je n'ai pas voulu rentrer dans ce sujet. D'ailleurs, je crois que c'est Catherine Henry-Pessé qui dit « Je suis une conscience, une âme, un esprit ». Pour moi, l'âme, c'est la part de nous qui s'incarne dans le bébé et qui repart dans l'après. Et après, je crois qu'il y a plein de théoriciens qui vont vous dire « L'âme, c'est ça, l'esprit, c'est ça, la conscience, c'est ça ». Donc, en fait, le plus important, c'est de prendre conscience qu'il y a une partie de nous qui est éternelle et qui est énergétique, éternelle et immatérielle et qui repart, en fait, qui quitte le corps. Voilà. Et j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans ces considérations, en fait. En revanche, comme on le dit dans le film, le plus important, c'est quel que soit le mot qu'on lui donne, on vit tous cette même expérience de reliance à l'âme qui permet d'avoir cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette confiance, cette sérénité, cette plénitude, des messages, de l'intuition. Voilà. Et là, on est tous d'accord sur le ressenti et sur le vécu, et pas forcément sur les mots. En revanche, oui, tu veux. Vas-y, Katharina. Honneur aux dames, Katharina. Non, c'était pas. Finissez peut-être la conversation. Non, je voulais simplement partager à Valérie que j'ai trouvé justement ça très sage, le fait de ne pas rentrer dans cette. On pourrait, bien sûr, mais le fait de ne pas rentrer, ça permet de ne pas rester coincé avec des concepts, parce que on peut vite rentrer dans des concepts avec âme, esprit, conscience, etc. Et ce qui a mis en évidence justement ton documentaire, Valérie, c'est ça que j'ai trouvé beau après l'avoir vu, c'est que justement, beaucoup des intervenants ou ce qui ont partagé, c'était beaucoup plus une notion de mettre en évidence le ressenti, ma reliance, ma connexion, comment je le vis, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'apprends à travers ça, plutôt que de mettre des concepts. Et puis là, on pourra partir avec le d'accord, pas d'accord, parce qu'il y a tellement des concepts autour de ça. Donc, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai bien apprécié, parce que j'ai trouvé ça sage, en fin de compte, d'un certain côté. Et d'ailleurs, j'ai participé à une projection où il y avait 25 personnes. Et à la fin, il y a une personne qui a fait cette remarque, oui, mais tu vas avoir des soucis avec les personnes qui vont polémiquer sur âme, esprit, on n'est pas tous d'accord. Et les 19 autres, voilà, venaient de finir le film et ils étaient tous dans leur cœur, ils étaient tous ouverts avec ce film qui les avait émus et ils ont dit, mais on s'en moque, le plus important, c'est effectivement ce ressenti intérieur. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est une question importante, mais moi, j'ai choisi de ne pas la traiter, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ce ressenti qui est le plus important, parce que c'est ça qui nous reconnecte aux qualités d'âme qui sont l'amour, la joie, la paix, la plénitude. Et c'est ce ressenti qui nous guide. Et c'est ça, je pense, à mon avis, c'est ça notre mission d'âme, c'est de prendre conscience qu'on est ça, en fait, qu'on n'est pas ce mental, qu'on n'est pas toutes ces empreintes, mais on est amour, on est joie, on est paix et on est plénitude. Et ce qui peut écouler ensuite comme mission d'âme, c'est quel est l'élan de vie qui vient en moi et qui a envie de s'exprimer. Et comment ça prend forme, ça peut être très différent, même dans une vie, ça peut être différentes choses. Moi, j'ai été guitariste classique au départ, après j'étais énergéticienne, là maintenant je fais la respiration, je fais toujours l'énergétique, mais en fait, ça peut prendre des formes très, très différentes, mais c'est l'élan de notre cœur qui nous guide pour montrer le chemin de notre vie. En tout cas, juste ce que je voulais dire, pour rebondir sur cet exemple des 25 personnes, la séance avec 25 personnes et une personne qui est dans la tête et qui manifeste, tu vas avoir des problèmes alors que toutes les autres. En fait, moi, ça fait le 3e fois que je vois le film et vraiment, il y a quelque chose qui ressort, c'est que de voir ce film, c'est vraiment apaisant en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a que des témoignages de personnes qui sont
peut-être bien centrés dans leur cœur, etc. Et je trouve que le voir, c'est apaisant, c'est reposant, c'est très… voilà, je voulais juste témoigner de ça. Tu voulais dire quelque chose, Valérie? Oui, je voulais répondre à quelqu'un qui a demandé, c'est bien qu'il y ait de la spiritualité en entreprise, enfin, c'est bien qu'il y ait le film et cette partie-là, et est-ce que ça commence à rentrer chez les politiques? Alors, la question, c'est non, pour le moment, moi, je ne pense pas que ça rentre chez les politiques du tout. En revanche, le film commence vraiment à faire son entrée en entreprise parce que la semaine prochaine, il va être montré, enfin, il y a eu une newsletter à 4000 dirigeants qui est partie au sein d'un cercle de leaders éclairés sur ce film. Et il va y avoir une soirée autour de ce film la semaine prochaine. Il y a un autre aussi cercle de grosses entreprises où de nombreux dirigeants ont vu le film et sont venus en projection, en présence. Et là aussi, maintenant, ils me demandent est-ce qu'on peut le montrer à nos salariés? Donc peut-être que, si vous voulez, non, il n'est pas… pour le moment, les politiciens ne s'intéressent pas à ça. Mais en revanche, on sent que la société commence à s'y intéresser. Et voilà, en entreprise, je suis très étonnée de l'accueil. Ce film, il démarre à peine. Et qu'il y ait déjà quand même toutes ces entreprises qui sont intéressées par ce film. Voilà, je voulais juste partager ça. Alors, donc, une fois peut-être que ça ira en entreprise et qu'il y aura peut-être un peu plus de conscience et de spirituel sur ce sujet, en entreprise, peut-être que ça finira après par aller chez les politiques. ok. C'est magnifique. Est-ce que je peux partager quelque chose? Parce que je travaille aussi en entreprise, je travaille avec des dirigeants qui prennent la parole, etc. Et moi, je capte ça déjà depuis quelques années, qu'il y a de plus en plus de connexions spirituelles. En plus, les gens qui viennent me voir, ils viennent aussi pour la respiration. Il y a une connexion qui se fait naturellement. Mais je vois cette ouverture qui se fait. Et si ton film est accueilli comme ça, Valérie, c'est magnifique. Je suis pleine d'espoir pour l'avenir. Et alors, il y a quelqu'un dans cette continuité qui dit est-ce que le film a des chances de passer à la télévision ou est-ce qu'il va être traduit en anglais? Alors, j'ai aucun contact à la télévision. Si quelqu'un en a, je suis preneuse. Et une version anglaise, peut-être à terme, s'il marche bien en France, oui, les plateformes, parce qu'il va sortir en VOD, donc en France, et ils m'ont dit on verra après si on fait une version anglaise, c'est-à-dire sous-titrée en anglais. Mon deuxième film est déjà sous-titré en anglais sur Apple TV, sur YouTube, sur Amazon, il est déjà en anglais. Mais maintenant, ces plateformes, elles lancent d'abord les films en France. Et si ça marche, elles demandent la traduction pour… mais c'est possible qu'il soit traduit en anglais, mais ce n'est pas prévu tout de suite. Bon, c'est ce qu'il faut lui Peut-être en citer. 2022. Alors, une autre question, mais que j'ai du mal à comprendre, c'est sans doute la mort est un passage parfois où les expériences de mort imminente et parfois une expérience désagréable. Donc là, on touche peut-être un peu à un autre film. Je pense que la personne fait référence au tunnel, à l'amour inconditionnel, à la lumière d'expériences de mort imminente, mais il y a aussi parfois où ça se passe pas bien et c'est plutôt des expériences qui sont pas réjouissantes, mais plutôt horribles. Valérie, tu veux en dire quelque chose? On n'est pas trop sur le même sujet, mais on peut peut-être… Oui, c'est l'objet du deuxième film voilà, qui présente à la fois les expériences de mort positives et négatives. Et là aussi, c'est très bien expliqué dans ce deuxième film, c'est-à-dire que c'est nos émotions qui créent notre monde, c'est nos pensées qui créent notre monde quand on n'est plus dans la matière. Et donc, si on est… on est dans des pensées négatives, eh bien, nos pensées vont se transformer, nos émotions négatives vont se transformer en visions cauchemardesques. C'est ce que disent les EMI, c'est ce que rapporte aussi le livre tibétain des morts, d'où l'importance de partir en paix et de gérer un minimum ses pensées pour que quand on passe de l'au-delà, on soit dans l'amour et dans le cœur. C'est comme tu le disais, Katharina, l'amour est plus fort que les peurs. Et donc, l'amour dissout toutes les visions cauchemardesques. Et le livre tibétain des morts l'explique très bien. C'est-à-dire, c'est une illusion, en fait, ces visions. Donc, ce qui est désagréable, c'est de la pure illusion. Et donc, c'est important de partir en paix pour ne pas se retrouver face à ces mondes un peu cauchemardesques.
Voilà, donc ça, c'était la question d'Éric. Il y a Patricia qui te témoigne, Katharina, qui dit, bon, j'ai vécu un éveil comme Katharina avec une forte montée de Kundalini. J'ai été dans un état de grâce, d'amour et de gratitude absolument indescriptible. Pour moi, être dans l'instant présent est primordial. La mission de vie n'est pas un but, mais un cheminement pour expérimenter la vie. En fait, on peut dire que même si on parle de mission de vie, en tout cas, c'est le chemin dans lequel on pourrait être soi-même le plus joyeux, le plus épanoui, quoi. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, mais effectivement, ça n'est pas un but. C'est pas un but, c'est le chemin. Alors, il y a Nicole qui nous dit par rapport donc on va dire aux moyens de s'apaiser, de se tranquilliser, mais comment faire durer ça dans la journée et en particulier dans la nuit pour lâcher prise et oublier ses inquiétudes. Bon, je vous laisse répondre, Stéphane et Katharina. J'aurais peut-être une idée. Excusez-moi, je ne vous vois plus. Ah, pardon. Oui. Donc, la question, Katharina, c'était comment durer dans la journée, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'apaisement, sans doute, que l'on peut atteindre par une respiration contrôlée ou par du yoga ou par de la gym, etc. Comment le faire perdurer dans la journée en dehors des moments où on a ce contrôle sur sa respiration pour être apaisé aussi la nuit, pour lâcher prise et oublier ses inquiétudes. Stéphane, tu voulais dire quelque chose, non? Disons que ce qui est important dans cette question, Rémi, c'est surtout de se poser la question, il n'y a pas quelque chose comme ça de rapide. C'est parce qu'il y a une progression. C'est comme, je ne peux pas me dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais me brosser les dents pendant 3 heures. Et puis après, je vais passer maintenant les 3 prochaines années sans me brosser les dents parce que je me suis brossé pendant 3 heures. Génial. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce qu'on va se brosser tous les jours, 2 fois par jour, 3 minutes par jour, etc., qu'il va y avoir justement cette santé buccale qui va maintenir. De la même façon, c'est un processus dans le temps. Et quand on parle justement, pour revenir à ce qu'il disait par rapport au passage de la mort et puis les impressions, notamment dans les EMI négatives, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on soit du vivant ou qu'on soit dans ce passage-là, les impressions, qu'on appelle en sanskrit, on appelle les samskaras et les vasanas, hein, les impressions enregistrées et puis les désirs latents non satisfaits, ce sont les empreintes les plus fortes qui vont conditionner notre vie future. Donc, s'il n'y a pas un vrai travail de nettoyage de ces impressions au jour le jour, la respiration est très puissante pour ça. La méditation est magnifique, les pranayamas, la science de la respiration, les dharana, les sciences de concentration. Il y a tellement de choses, même le tai chi chuan, peu importe, prenez quelque chose, mais restez dans la régularité. Et c'est cette régularité qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez passer d'une incompétence, d'accord? Vous êtes inconscient de votre incompétence et pour l'instant, vous allez la faire passer en conscience. Je suis conscient de mon incompétence, mais c'est la 3e étape qui va être importante. Vous allez devoir mettre de la conscience pour acquérir cette nouvelle compétence, ce qu'on pourrait appeler la discipline, pour arriver à une 4e étape qui est je suis dans mon inconscience de ma compétence. C'est devenu naturel. Et c'est ça qui est important. C'est cette 3e étape. Je dois mettre de la conscience pour acquérir cette compétence. Ça prend du temps. Il faut arrêter de croire que ça ne prend pas du temps. C'est un processus. Mais par contre, je le fais. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se produit. Et tous les outils sont bons a priori. Après, chacun a ses outils favoris. Oui, voilà. Mais alors, c'est peut-être pour répondre à Nicole, ou à d'autres personnes qui peuvent avoir des angoisses ou des inquiétudes récurrentes, c'est de se dire qu'il n'y a pas de remède miracle pour que la semaine prochaine, je n'ai plus d'angoisse ou d'inquiétude pendant la nuit. En revanche, j'ai le choix de commencer un chemin qui va me permettre, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, de commencer à être apaisé pour être complètement libéré dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans. Oui. C'est le process. À la fois, c'est important de faire, voilà, à la fois, c'est important de faire quelque chose, la respiration, notamment consciente, ou le travail que fait Katharina, ou des travaux d'autres de respiration,
Je préfère commencer par les techniques de respiration que d'amener les gens vers la méditation, parce que les techniques de respiration préparent vraiment naturellement. Donc, c'est sûr qu'en faisant un programme, un processus, naturellement, en 2, 3, 4 jours, c'est très rapide. J'ai mis en place un programme qui s'appelle les 5 souffles vitaux sur 2, 3 mois en programme en ligne, et les gens ont des bénéfices. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'arrêter de faire croire aux gens qu'il y a des choses miracles comme ça. Non, il y a effectivement des outils très puissants et efficaces, mais s'il n'y a pas une continuité dans le temps, c'est comme si pendant un jour, je vais faire de la musculation, puis après, pendant le reste de l'année, j'arrête. Il n'y a rien qui va se produire. Et c'est surtout ça que je voulais mettre en évidence. OK. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Stéphane. C'est vraiment la pratique. C'est comme le désir de mon cœur qui fait que j'avance et je vais par là et encore et encore et encore tous les jours, à chaque instant. Et parce que ces mémoires sont tellement profondes quand on est anxieux, c'est bien ancré. Donc, il faut enlever ces couches. Et par contre, ce qui peut aider sur le moment quand on ne va pas bien, et Valérie, tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est de respirer dans le ventre. Et parce que quand on est anxieux, on a tendance à respirer dans la partie haute, on a tendance à... Et on devient de plus en plus angoissé, de plus en plus angoissé. Et là, on peut choisir de respirer dans le ventre et ça envoie un signal au cerveau que tout va bien, je suis en sécurité. Et c'est ça qui va permettre sur le moment déjà de se calmer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à n'importe quel moment de la journée et mettre sa conscience dessus. Comment je respire en fait? Est-ce que j'ai plutôt un schéma qui est thoracique ou est-ce que j'ai plutôt un schéma qui est ventral? Et là, de favoriser le ventre, c'est vraiment là où il y a l'ancrage, c'est là où il y a la sécurité. C'est ce qui a changé ma vie personnellement. Mm. Parce que je suis passée de cette respiration courte à la respiration ventrale. Et enfin, voilà, pour moi, ça a été le jour et la nuit. Alors, Elisa, non, Nicole nous demande. Ah ben, la réponse a disparu. En fait, je ne retrouve plus la question. J'y ai répondu, mais la question, elle a disparu. Ah oui, voilà. La question, c'est âme individuelle et âme collective. Comment contribuer par notre cheminement individuel au nécessaire saut de conscience collective si nous voulons aller vers un scénario positif pour notre planète? Donc, en fait, enfin, bon, moi, je lui ai répondu, mais ça m'est très personnel. En fait, c'est comment collectivement trouver des solutions, bon, peut-être en particulier par rapport à la situation actuelle qui est un peu anxiogène. Bon, alors je vous dis, moi, je lui ai répondu que là-dedans, c'est le mystère, que nous pouvons chacun faire notre part, mais que la réponse collective, là, on est dans des dimensions qui ne nous appartiennent pas, quoi. Chacun peut faire sa part. Il semblerait que nos pensées ont... Il y a des études... Enfin, je suis en train de préparer le 4e film sur l'au-delà et l'invisible. Parce que là, on a traité l'âme dans cette vie. Et j'ai une interview d'une journaliste qui a étudié aux États-Unis. Ils ont fait des études sur les champs énergétiques de la Terre. Et on sait que, par exemple, un 31 décembre, eh bien, l'énergie de la Terre augmente dans le bon sens. Enfin, les vibrations sont hautes. En revanche, quand il y a un 11 septembre ou quand il y a eu Notre-Dame ou quand il y a eu un grand événement, l'énergie baisse. Donc, pour élever il y aurait bien une énergie, une pensée collective, énergétique collective qui existe. Et donc, c'est pour ça que tout le monde dit c'est très important que chacun fasse attention à ses pensées parce qu'on nourrit ce champ énergétique collectif. Et donc, être dans la colère ou être dans la tristesse ou être dans « oh, ça ne va pas comme je voudrais que ça… » En fait, c'est à chacun finalement de faire attention à ses propres pensées et à être justement dans cette joie et dans cette paix intérieure, quel que soit ce qui se passe autour de nous, pour que justement le niveau de conscience collective ne baisse pas. Et ça, on a quand même beaucoup de spiritualistes aujourd'hui qui disent ça, qui disent que chaque pensée est importante.
c'est à chacun de faire attention. Alors qu'autour de nous, même vous regardez sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Pour moi, ce qui est important, pour moi, c'était important de réaliser que nous sommes un, que ce que nous voyons à l'extérieur, ce n'est qu'un reflet de ce que moi je vis à l'intérieur de moi. Et c'est là où on peut influencer, sauver le monde, si vous voulez. On peut faire quelque chose juste en vraiment en faisant la paix à l'intérieur de soi, en n'étant plus en guerre avec soi-même et vraiment vivre cet amour, cette paix, cette joie à l'intérieur de soi, parce que comme on est tous connectés énergétiquement, comme on est tous liés, ça fait résonance, comme tu as dit, Valérie. Ça fait résonance quand nous sommes dans une énergie haute, ça se propage et c'est un reflet direct de ce que nous vivons. Et c'est ça, pour moi, la contribution aussi dans cette crise actuelle, c'est d'être dans cette paix, dans cette joie, dans cet amour à cet instant même. C'est ça, pour moi, la plus grande contribution de ma part, par laquelle moi, je me sens appelée pour stabiliser ou pour apporter quelque chose de bénéfique. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose? Oui, toujours dans la continuité de ce que viennent de partager Valérie et Katharina. Pour moi, c'est assez simple, hein, c'est une grosse balance. Et qu'est-ce que je vais mettre dans un des deux plateaux? Est-ce que je vais mettre toute ma colère, mon agressivité, puis en fin de compte, je vais nourrir ce plateau-là? Ou est-ce que je vais justement faire l'inverse, avoir cette paix intérieure, comme Katharina disait, et puis je fais pencher de l'autre côté? Alors effectivement, il y a des études qui ont été montrées. Il y a ce qu'on appelle l'effet Maharishi, qui a été donné suite au nom du maître yogi qui s'appelait Maharishi Mahesh Yogi. Et ils ont fait beaucoup d'études dans les années 60-70, notamment aux États-Unis et au Liban. Ils ont fait pendant un moment donné, ils se sont mis à 3-4 000 personnes à méditer intensément avec un sankalpa, une intention dirigée vraiment pour la paix, pour la stabilité, l'équilibre de l'humanité. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'effectivement, ils ont étudié, ils ont vu la chute, en fin de compte, la chute de la violence, de l'agressivité, en regardant les actes de vol, de tuerie, d'agressivité, le jour où ils ont médité. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, à cette période-là, il y a eu une chute drastique de tous les actes asociaux qui pouvaient avoir lieu en temps normal. Donc, on parle de l'effet Maharishi pour comprendre qu'il y a effectivement un égrégore collectif, une grille de conscience collective, et comment je contrebalance les effets négatifs de cette grille. Et c'est très, très intéressant parce qu'en fin de compte, on se rend compte, puis même vous le vivez tous au quotidien, il suffit que vous êtes en famille, etc., puis qu'il y a une personne qui est hyper négative, et tout d'un coup, ça pollue, en un rien de temps, ça pollue le repas familial. Et à l'inverse, vous pouvez être en présence de quelqu'un qui arrive, qui amène sa gaieté, sa joie de vivre, etc. Et tout d'un coup, waouh, il y a quelque chose en vous qui se passe. Et là, il y a tout le prana, l'énergie vitale qui remonte. Donc, oui, maintenant, c'est même plus… c'est un fait. C'est un fait, toutes ces choses-là. Et on le sait par expérience maintenant de plus en plus. J'aimerais bien ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est super. Et ce qui me vient, c'est parfois, du coup, on se dit, ouais, mais moi, actuellement, je me sens pas en joie, je me sens pas en paix, je me sens pas dans l'amour, je suis dans la colère, je suis frustrée et j'en ai marre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, le piège qu'il peut y avoir, c'est de diriger encore de la haine et du mépris vis-à-vis de cette émotion qui est là. Et c'est là comment appliquer l'amour à ça. Et donc, c'est accueillir ce qui est là, même si c'est de la colère, même si c'est de la tristesse, même si c'est de la peur, et créer un espace de bienveillant en fait pour accueillir ça et dire même ça c'est ok et même ça c'est embrassé par l'amour et ça a sa place, c'est ok. Ok, merci Katharina. Alors il y a Nicole qui nous dit
un chemin de vie plein de beaux conseils. Donc, elle dit merci à Valérie, un chemin de vie plein de beaux conseils. Et merci aussi à ce témoignage de la maman qui s'est relevée. Elle dit avec d'abord la disparition de son fils, mais après la disparition de son fils. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs dans le film, Valérie, hein, tu me le disais. Il y a plusieurs mamans, hein, c'est des femmes dans les 3 cas qui ont perdu un enfant. Oui, il y a Lucie Hubert qui témoigne, il y a Armel Six qui le dit au début du film. C'est un bébé de quelques mois. Et il y a une personne dont on n'en parle pas, c'est Agnès Thévenin. Vous savez, qui dit vieillir finalement, c'est pas si. Oui, c'est pas si dramatique. C'est pas si dramatique. Et Agnès, elle a perdu un enfant de 2 ans qui s'est noyé d'un accident. Donc, oui, ça fait 3 mamans qui aujourd'hui témoignent quand même d'une certaine résilience, de luminosité, de cheminement intérieur. Et alors, est-ce que c'est la perte de cet enfant qui les a amenés à un cheminement ou Lucie, oui. D'accord. Armel aussi. Donc, ça les a obligés, en fait, les épreuves de la vie les ont amenés à aller vers davantage d'intériorité. Et là, elles y ont trouvé quelque chose. Et de recherche, ouais. Et de recherche. Ouais. C'est ça les challenges de notre vie. C'est là pour ça. Ça nous fait grandir en conscience. Ouais. Donc, peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas de quelqu'un qui a perdu un enfant ou un être cher, j'allais dire, les possibilités de retrouver la joie sont bien là. Il y a effectivement un chemin qui s'ouvre. Et si vous avez vu peut-être les autres films, à ce moment-là, vous pourrez les voir. Les connexions ne sont pas perdues non plus avec les êtres chers qui sont disparus de notre réalité physique. Je voudrais faire une petite pub pour un groupe qui existe sur Facebook depuis 1 an. C'est 3 mamans qui ont créé ce groupe qui s'appelle les Mamans Lumineuses et les papas aussi. Et ce sont que des parents endeuillés et qui sont ouverts à ces sujets, qui reçoivent des signes. Enfin, il y a une vraie entraide dans ce groupe. Donc, s'il y a des parents endeuillés, voilà, si vous souhaitez rejoindre ce groupe, c'est avec… je connais les 3 mamans qui le gèrent, qui sont des mamans qui ont perdu chacune un enfant. Et c'est un groupe magnifique et qui explose d'ailleurs. Ok. Tu peux peut-être mettre les références. Ça s'appelle les Mamans Lumineuses sur Facebook, c'est ça? Ouais, les Mamans Lumineuses et les papas aussi. D'accord. Parce que faut pas. C'est bien d'inclure aussi les papas. Ouais. Alors, une autre question. Est-ce que tous les humains ont une belle âme? Est-ce qu'il n'y a pas une âme ou des âmes diaboliques? Stéphane, tu as un avis? Est-ce qu'il y a des âmes mal investies? Oui, bien sûr, j'ai un avis, Valérie. Ça dépend si vous regardez le monde avec les yeux de la dualité ou si vous regardez le monde avec les yeux d'une triade. Hein, dans l'Ayurveda, dans la médecine traditionnelle indienne, on parle des 3 gunas. Hein. On parle de sattva, rajas et tamas. Hein. Il y a 3 qualités de conscience. Il y a la qualité de conscience qui est sattva, qui est lumineuse, qui est enthousiasme, qui élève. Rajas, c'est l'activité, mais un petit peu déstabilisée, ça peut devenir l'agressivité, la violence. Et tamas, c'est vraiment la lourdeur, l'apathie. Mais on en a besoin de tamas pour aller dormir. Donc, si vous regardez avec les yeux de la dualité, il y aura toujours un bien, mal, bien, mal, bien, mal. Et si vous regardez le monde avec les yeux de cette triade, vous allez voir qu'il y a des consciences, des âmes qui sont prises dans cette énergie tamasique, d'autres qui sont prises dans cette énergie rajasique, et d'autres qui sont prises dans cette énergie sattvique. Donc, à partir de là, c'est choisissez votre club. En gros. Choisissez votre club. Ok, ben écoute, merci. Thérèse qui nous fait remarquer que… Lequel vous voulez choisir? C'est ça la question. Ouais, non, mais que le chemin de la perte d'un enfant est un chemin qui peut conduire, mais que la maladie aussi peut conduire à cet éveil. Je vous vois, Katrina et Valérie, hocher la tête. Vous avez
des exemples où ça vous fait penser à un certain nombre d'expériences ou de personnes, Moi, non? par exemple. Moi aussi. Ah bon? Vas-y, Valérie. Moi, j'ai eu un problème de genou il y a ma première, parce que je vous ai parlé de mon père qui est décédé et qui m'a prouvé que l'au-delà existe. Mais il y a 20 ans, j'avais un grave problème de genou, un genou multi-opéré, et j'avais des douleurs quotidiennes qui étaient vraiment handicapantes. Et la médecine classique n'arrivait plus à faire quoi que ce soit pour me soigner. Et j'avais du mal à marcher chaque jour. Et j'ai fini par aller voir une magnétiseuse. Pour moi, c'était tous des charlatans, je n'y croyais pas du tout. Mais cette magnétiseuse m'a rien qu'en imposant ses mains au-dessus du genou, m'a enlevé toutes mes douleurs. Et elle m'a dit, est-ce que vous êtes croyante? Je lui ai dit non, pas du tout. Et elle m'a dit, mais là, je viens de réparer votre corps énergétique. Le corps énergétique, c'est l'âme. Et peut-être que c'est votre âme qui est en souffrance, et peut-être que vous avez eu ce problème de genou pour que vous commenciez à vous occuper de votre âme. Parce que j'étais très sportive avant, je ne m'occupais pas du tout de mon âme. Et voilà, donc, et ça a fait sens, parce que enfin, c'est surtout que cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs. Donc, j'ai quand même eu une certaine confiance. Elle m'a dit, vous devriez commencer à vous intéresser, à lire des choses. Et c'est comme ça qu'a démarré mon initiation dans le monde de la spiritualité et la visite. Et le genou, c'est la relation aux autres. Hein. Oui, mais elle avait raison, parce qu'on est 20 ans plus tard et je marche tous les jours sans problème. Magnifique, magnifique. Ben, moi aussi, j'ai eu une expérience assez intense qui n'est pas encore terminée d'ailleurs. J'ai eu un empoisonnement médical il y a plus de 2 ans suite à une prise d'antibiotiques que je prends jamais, mais là, c'était nécessaire. Et en fait, ça crée des effets secondaires qui peuvent être irréversibles. Et chez moi, ça a créé des problèmes dans les articulations, donc pas seulement le genou. Chez moi, c'était toutes les articulations. Un état de fatigue aussi très grave. Et en fait, j'étais pendant au moins 9 mois dans un état où je ne pouvais pas lever mes bras jusqu'à la tête. Je ne pouvais pas rester debout que quelques secondes. Je ne pouvais pas marcher juste un tout petit peu. Je ne pouvais pas couper quelque chose sur mon assiette. Je ne pouvais pas porter une assiette. Je ne pouvais rien faire. En fait, j'étais juste allongée. Je méditais dehors. C'était magnifique. Je regardais dans le sud de la France, justement, l'arbre dans notre jardin. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je peux à nouveau bouger, mais je ne peux pas encore marcher très longtemps. Il faut que je fasse attention. Je ne peux pas mettre beaucoup de pression sur mes articulations. Et à un moment donné, dans cette phase initiale, je me suis demandé, mais qui suis-je si je ne peux plus danser, parce que moi j'adore ça, ou j'adorais ça parce que je ne peux plus le faire maintenant. Qui suis-je quand je ne peux pas travailler? Qui suis-je quand je ne peux plus bouger? Et là, il y a cette question de l'identification au corps et à l'activité, à tout ce qu'on fait qui est venu. Et c'était très intéressant, en fait. Pour moi, c'était vraiment un accélérateur d'évolution de conscience. Et maintenant, je suis dans un état où je me dis, je guéris, c'est très bien, je ne guéris pas, c'est très bien. En fait, ça n'a aucune importance parce que je me suis rendu compte que je suis au-delà de ce corps, de cette condition. Et moi, je suis pleine de vie et je vis plein de belles choses et de merveilles. Et je me concentre sur ce qui est là. Et la vie est magnifique, peu importe en fait ce qui arrive. Et donc, si jamais vous êtes quelqu'un parmi vous dans un état de santé difficile et c'est difficile pour vous, accueillez ce qui est là. Et même la colère, la tristesse, le désespoir, ça a sa place. C'est important de les accueillir, mais sachez aussi qu'il y a aussi une possibilité de sortir de là. Et j'ai eu beaucoup de moments où j'étais dans un désespoir tellement profond et je pleurais dans les bras de mon compagnon et tout à coup, il y avait, parce que j'étais consciente en fait que j'étais dans une projection, j'étais dans quelque chose de mental
Et à une milliseconde, c'était comme si j'avais fait un pas en arrière et j'étais dans l'être pur. Et là, j'ai commencé à rigoler. C'était d'une milliseconde à l'autre. Et je voyais que, en fait, tout ça, c'est pas important. C'est comme si on regardait un film. Je suis revenue dans la position de l'observatrice, de la spectatrice de ma vie. Et là, dans la conscience pure, tous ces drames, tout ce spectacle de notre vie, c'est beau à regarder, c'est magnifique à expérimenter, mais ce n'est pas moi. L'âme est autre chose, c'est au-delà. Nous sommes tous, quelles que soient les circonstances extérieures, et indépendamment de ça. Enfin, si je résume, mais je résume peut-être pas très très bien. Stéphane, encore un mot, puis on arrive peut-être à la fin. Je crois qu'on a épuisé toutes les questions, puis il est 22h, bientôt 30, donc on va peut-être arriver à la fin. Stéphane, tu veux dire quelque chose? Oui, que chacun des personnes qui nous écoutent, chacun d'entre vous est précieux. Hein, et c'est ça qui est le plus important, c'est aller vraiment toucher cette précieuseté. Hein. Ouais, chacun d'entre vous est précieux. Et si vous regardez sur cette planète, on distribue nos colères gratuitement maintenant. Mais les sourires, on les vraiment distribue vraiment d'une façon très chère. Pour avoir un sourire comme nous, des fois, il faut payer très, très cher. Et si on faisait l'inverse, hein, pour avoir une colère ou pour avoir quelque chose de nous, faites en sorte que ça doit être très, très cher. Le prix doit être très, très cher pour aller chercher ça. Mais par contre, distribuez vos sourires, mais d'une façon généreuse. Partout. Ouais. Ben, écoute, super mot de la fin. Donc, juste pour rappeler à tous que vous recevrez, les personnes qui nous écoutent, un lien pour voir encore pendant 3 jours ou revoir le film. Et puis pour voir aussi cet échange, ce débat qui suit. Voilà, ben, écoutez, merci à tous. Katharina, Stéphane, Valérie. Valérie, tu veux peut-être dire un mot aussi pour conclure? Merci de votre présence à ceux qui ont regardé et puis surtout aussi à Katharina et Stéphane d'avoir pris du temps ce soir pour répondre aux questions et échanger avec tous. Voilà, donc Ariane qui te dit merci Katharina, magnifique partage d'éveil pour ta conclusion juste un petit peu avant. Ok, ben écoutez, merci à tous. À très bientôt. On va programmer avec Valérie une nouvelle projection en visio, mais on passe, ça sera pour octobre, novembre, on ne sait pas encore. Donc, merci à tous. Je mets fin à l'enregistrement et puis je vous dis à merci Rémi bientôt. pour cette invitation. Merci Rémi, merci Valérie. Merci à tout le monde. Merci Stéphane. Merci. Merci Katharina. Merci à tous.